Nous sommes le mardi 27 février 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, parlons sport pour commencer. La 2e édition du tournoi de football organisé par Viva, connu sous le nom de Viva Football, débutera le 5 mars. Cette année, la compétition sera dénommée Viva Football Masters uniquement. Pour les 16 meilleures équipes de la précédente édition sont en compétition, celles qui ont atteint les 8e de finale l'an dernier. La compétition est réservée aux moins de 18 ans. Aujourd'hui a eu lieu une rencontre avec les journalistes à l'Arena Ivangi pour expliquer le déroulement de la compétition. La société Telma reste le partenaire de Viva dans cette compétition sportive. Reportage d'Anzara Razonarville. La compétition Viva Football, dénommée désormais Viva Football Masters, sera réservée cette année pour les moins de 18 ans si elle était pour les moins de 17 ans lors de la précédente édition. Les matchs se dérouleront comme un match de football à 11 et auront lieu au stade des Cheminots, au Malakam d'Antenmain et au stade d'Amoudfassen. Un match durera 2 fois 25 minutes, 2 fois pour les matchs de groupe et 2 fois 30 minutes à partir des quarts de finale. Les 16 participants ont été répartis en 4 groupes et les 2 premiers de chaque groupe passeront en quart de finale. Comme l'année dernière, les organisateurs de Viva seront fermes face aux éventuelles fraudes. Ce même jour, le tirage au sort pour la constitution des groupes a été effectué et c'est Nin, le gardien de but des Barrières de Madagascar, qui l'a fait. Dans le groupe A se trouvent les équipes de l'AS Klum, 67 hectares Ville, Kix FC, La Masia. Groupe B, Akamasou, Jetmada, Nil Espoir, Zaboadi Main, groupe C, H+, TFTA, Kingasport, Agisaya Ivat, groupe D, CFFA, JSEM, Espoir Mada, Étoile Filante. Le tournoi se déroulera du 5 au 9 mars et les quarts de finale auront lieu le 16 mars au stade des Cheminots au Malakam. Le 23 mars, les demi-finales auront lieu au stade LGCO Bypass et la finale. Le 30 mars, finale toujours au stade LGCO. À partir des demi-finales, tous les matchs seront retransmis en direct sur Viva TV. Viva, organisateur de Viva Football Masters, les trophées et des superbes prix seront remis aux meilleures équipes de ce tournoi dont la société Telma Madagascar est le sponsor officiel depuis l'année dernière. Dans un tout autre sujet, parlons à présent météo. Une formation de cyclone est à craindre dans l'océan Indien en fin de semaine, selon les informations émanant du service de la météorologie. Au cours des 3 prochains jours, des fortes précipitations sont à prévenir dans la plupart des régions de Madagascar. Les détails avec Fingessen Amiré. À la fin de cette semaine, on estime qu'un cyclone se formera dans l'océan Indien selon les informations émanant du service de prévision météorologique. Sa trajectoire n'est pas encore déterminée, mais la direction météorologique de Madagascar le surveille. Quant à la météo des 3 prochains jours, la pression atmosphérique sur l'île est généralement faible. Les pluies prendront ensuite de l'ampleur. La météo Madagascar indique qu'il y aura de la pluie et des orages dans l'après-midi et le soir jusqu'à jeudi prochain. On s'attend à ce que le temps redevienne sec pour le centre du pays et l'est de l'île à partir de vendredi. Cependant, de légères pluies pourraient persister par endroits sous la côte ouest de l'île. Côté température, elles seront autour de 14 à 27 degrés Celsius le matin et entre 26 à 37 degrés Celsius l'après-midi selon les prévisions. Dans la page faits divers de ce soir, des attaques armées ont récemment eu lieu dans la municipalité d'Alassour. Afin d'éviter autant que possible les cas d'insécurité, les déplacements des personnes sont restreints la nuit. Les bars et les lieux de divertissement doivent également fermer à 21 h, a indiqué le maire de la commune aujourd'hui. Les détails avec Radu Ramananzatou Vesecha Rangenas. Il y a eu une série d'attaques armées dans les quartiers autour de la commune d'Alassour récemment. Le plus récent date de ce week-end à Tilazain, commune d'Amouizanak. Pour éviter de tels cas d'insécurité, des mesures préventives ont été prises dans la municipalité d'Alassour. Il existe également une coopération entre les policiers de la municipalité d'Alassour et ceux des municipalités environnantes, a déclaré le premier responsable du commissariat d'Alassour. Une organisation pour les groupes communautaires chargés de réguler la sécurité a été également initiée, notamment pour patrouiller dans la nuit. Pour l'instant, les autorités sensibilisent
ceux qui ne respectent pas ces mesures. Après la sensibilisation, les contrevenants seront sanctionnés, notamment à travers des gardes à vue. Et dans les actualités économiques, le Centre de valeur de la douane Malagasy a obtenu ce jour la certification ISO 9001, une reconnaissance internationale de son engagement envers l'excellence opérationnelle et la qualité de ses services. Pour la douane Malagasy, cette réussite marque le résultat d'un engagement soutenu envers l'amélioration continue et la satisfaction du client. Un reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Asna Rafalzonari. La douane malagasy a perdu sa notoriété dans les années 2000. Les usagers ont perdu leur confiance en la douane. Actuellement, la douane s'est relevée et a enregistré une meilleure recette grâce aux nombreuses réformes entreprises. Ces efforts sont récompensés grâce à l'obtention d'une certification ISO 9001 ce jour. Assure la sécurité et la qualité des produits et des services, facilite le commerce international et contribue à l'amélioration de l'environnement dans lequel nous vivons. Elles ont l'avantage d'être internationales et de permettre un moment en même référencement des critères de certification. C'est-à-dire que quand on a eu cette certification, les critères qui ont été faits ont été des mêmes quand ça a été fait aux États-Unis, en Europe, en Asie ou dans d'autres pays. Et donc, c'est donner cette confiance et cette fiabilité, c'est dans cet objectif qu'on a fait cette certification pour vous rassurer, nous, notre partenaire, que notre façon de certifier la valeur sont faites d'une manière objective, avec des référencements, avec des standards et des compliances à l'international. La remise de la certification ISO 9001 à la douane malagasy est une étape significative dans son parcours vers l'excellence et la reconnaissance internationale. Cela témoigne de son engagement envers la qualité, la transparence et l'efficacité, tout en renforçant sa capacité à répondre aux besoins et aux attentes de ses parties prenantes. Inscrit par ailleurs dans le cadre des réformes pour la mise en place d'une bonne gouvernance. La bonne gouvernance, rappelons-le, est prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'heure actuelle. Et cette réforme constitue une des contributions de l'administration douanière au redressement de notre pays. En répondant aux exigences strictes de la norme ISO 9001, la douane renforce sa crédibilité et sa réputation sur la scène internationale, ce qui contribue à accroître la confiance des partenaires commerciaux et des investisseurs. Et le DBM poursuit le processus de digitalisation pour la régularisation des étrangers voulant travailler à Madagascar. Le DBM travaille en étroite collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et des Fonctions publiques à cet effet. Reportage de Fandesena Mireille et Asna Rafalzonari. Environ 2200 par an, c'est le nombre des ressortissants étrangers travaillant à Madagascar qui passent par le DBM à travers le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Leurs connaissances particulières sont la principale raison pour laquelle les entreprises embauchent des ressortissants étrangers à Madagascar. Ils travaillent pour une durée limitée pour la plupart. Dans la transition vers la numérisation par le DBM, le processus de suivi de ces travailleurs étrangers spécialement importés est plus facile et plus rapide, raison pour laquelle le DBM se lance dans cette voie selon les explications. À noter que selon la loi à Madagascar, les travailleurs étrangers ne doivent pas représenter plus de 20% de l'effectif total des employés de l'entreprise. Et dans la page sociale de ce soir, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et l'ONG Welter and Gulf ou WHH ont signé une convention de partenariat afin de renforcer la gouvernance du secteur des déchets solides urbains et pour promouvoir l'économie circulaire dans le cadre du projet Passat 4. Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des actions menées par l'ONG WHH depuis 2014 avec le soutien financier du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement pour améliorer la gestion des déchets solides et promouvoir l'économie circulaire à Madagascar en vue d'atténuer l'impact du changement climatique. Le point avec Mirola Tseren.
Le projet PASSAT 4, financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ, a pour but de soutenir le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans le renforcement de capacités et dans la facilitation de la mise en œuvre d'actions concrètes pour l'amélioration du secteur de l'assainissement solide. Cette collaboration stratégique entre le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et l'ONG Welteger Life projette d'assurer une synergie nationale pour une gouvernance plus efficace du secteur des déchets solides. Dans le cadre de cette convention, WHH s'engage à renforcer les capacités du personnel du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, de soutenir les municipalités dans la collecte et le suivi des données sur les déchets, ainsi que la sensibilisation à l'échelle nationale sur la gestion des déchets et la protection de l'environnement. Cette convention est un renouvellement de la convention entre le ministère de l'eau, hygiène et assainissement et notre organisation Welteger Hilfe. Elle vise à renforcer la gestion responsable des déchets solides à Madagascar et à promouvoir l'économie circulaire dans le pays, donc sur la valorisation des déchets. Dans le cadre de cette convention, nous allons travailler main dans la main avec le ministère sur la mise en place de la feuille de route Madame Adio Urbain 2030, travailler aussi sur la mise en place du code municipal d'hygiène et du côté de VHH, nous allons également travailler sur la formation des personnels du ministère ainsi que sur l'appui sur la plateforme des municipalités dans le cadre de cette gestion des déchets. Nous savons aujourd'hui que cette question est cruciale pour Madagascar et nous sommes ravis de pouvoir réitérer cette collaboration avec le ministère. De son côté, le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène partagera ses besoins en renforcement de capacités, à faciliter la mise en place d'un comité interministériel en assainissement et à assurer la diffusion et l'application de la feuille de route Madagascar Amadou Urbain 2030 ainsi que du code municipal d'hygiène. Cette collaboration permettra également de développer des standards de gestion des déchets solides pour les villes urbaines, de capitaliser les acquis en matière de gestion des déchets et de faciliter la mise en relation entre tous les acteurs du secteur des déchets à Madagascar. Côté santé, les infirmières et sages-femmes de toute la grande île sont confrontées à de nombreuses pressions au travail quotidiennement, outre l'insuffisance de leurs indemnités selon les informations fournies par le syndicat national des infirmières et sages-femmes fonctionnaires aujourd'hui. Ces doléances ont été portées devant le ministère pour qu'une fois le recensement des fonctionnaires terminé, celui-ci procède au recrutement des fonctionnaires ayant suivi une formation au sein de l'IFIRP. Oubiana Rassamanan, Secharandjena, si nous en disent plus. Après la création officielle du syndicat national des infirmières et sages-femmes fonctionnaires le 6 février, les membres du syndicat ont effectué des visites dans plusieurs régions pour informer sur le but et les objectifs du syndicat. Au cours de cette tournée, ils ont également écouté les souhaits des infirmiers et sages-femmes de toute l'île. Ainsi, le principal problème réside sur l'insuffisance des indemnités et la charge professionnelle qu'ils subissent au quotidien. Ces plaintes ont donc été portées devant le ministère et une solution a été déjà proposée. Après le recensement des fonctionnaires par le ministère de tutelle, il y aura recrutement des fonctionnaires pour les élèves de l'IFIRP. Le but de ce syndicat étant d'améliorer les conditions des infirmiers et sages-femmes à Madagascar, tant sur le plan professionnel que social, de réclamer et de revendiquer les droits et avantages communs aux fonctionnaires selon la loi en vigueur. La diplomatie économique impactant la vie de la population, un appui aux agriculteurs producteurs pour tripler leurs utilisations d'engrais sont parmi les objectifs de la coopération entre l'ambassade de Chine à Madagascar, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il s'agit d'une coopération à travers le don de devises pour l'achat d'engrais chimiques dont la signature s'est tenue aujourd'hui à Anos. Les détails sur les images de Zara Ranjians. Le don de l'ambassade de Chine s'élève à 2 250 000 $ pour l'achat d'engrais chimiques, NPK, pour Madagascar, afin d'augmenter la production des agriculteurs, notamment au cours de la campagne 2024. Ce don s'inscrit pleinement dans le cadre du travail d'urgence de 100 jours et l'objectif est de distribuer rapidement l'engrais aux agriculteurs dans toute la zone de production, mais surtout de multiplier par 3 l'utilisation d'engrais. La Chine marque également à travers ce don son amitié et son soutien à Madagascar, notamment dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État. C'est une amitié.
La signature d'aujourd'hui montre encore une fois l'amitié entre les deux peuples, la coopération étroite entre les deux pays. Et puis c'est aussi un soutien. La Chine a le plaisir de continuer à soutenir les priorités de la politique de Madagascar, aussi le 100 jours du président de la République. Le troisième mot, je voudrais plutôt la prévision. C'est aussi dans l'idée d'une prévision qu'on a à l'initiative de MAO, on a l'idée de réaliser un projet plutôt pour faire l'achat des engrais chimiques sur place, pour atténuer les charges des agriculteurs, pour garantir une production première pour cette nouvelle saison, pour cette campagne. Un des travaux dans le cadre des 100 jours pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour promouvoir une diplomatie économique impactant le quotidien de la population pour le ministère des Affaires étrangères. C'est la raison également de cette convention entre les deux pays au ministère des Affaires étrangères d'Anoussi. Le projet s'aligne avec les priorités gouvernementales pour la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. Il vise à appuyer la mise en œuvre de politiques sectorielles en matière agricole et à améliorer les conditions de vie de la population malgache bénéficiaire. Concrètement, le don est destiné à l'achat et à la distribution d'engrais NPK 12-24-12 de 2000 tonnes au profit des régions productrices de riz de la Grande Île. Le ministère des Affaires étrangères demeure convaincu des impacts positifs de ce projet dans la stimulation de la production alimentaire dans ces régions de Madagascar et par conséquent dans le renforcement de la résilience du pays face aux impacts du changement climatique et des défis posés par les cyclones et la sécheresse d'une part, dans le renforcement du capital humain, un des piliers du programme présidentiel, à travers le soutien à ce projet et à la sécurité alimentaire, d'autre part. Dans sa finalité, ce don vise à l'autosuffisance alimentaire de Madagascar, selon les explications. Restons toujours dans ce cadre de Cédan et de la diplomatie malgache. Si les livres sont parmi les vecteurs de connaissances les plus accessibles, raison pour laquelle une coopération a eu lieu entre le ministère de la Communication et de la Culture et le projet Ressources éducatives de Madagascar au sein de l'ambassade de France à Madagascar à travers le don de livres à la Bibliothèque nationale, à la CLAC, aux directions régionales de la communication et de la culture, mais aussi aux écoles primaires publiques. Il s'agit de 2244 livres de connaissances et de jeux dont la remise officielle s'est tenue aujourd'hui à Anous. Toujours un reportage sur les images de Nzaran Jansu. Ces nouveaux livres venant du projet Ressources éducatives au sein du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France renforceront le nombre de livres ici à la Bibliothèque nationale. Des livres de la langue malagasy, français ou encore anglais, parlons de connaissances générales, des livres de jeux et bien d'autres pour les jeunes malagasy surtout. Ce projet a déjà appuyé le ministère de la Communication et de la Culture depuis 2021 à travers l'octroi de 10 900 livres. Cette année, le projet a octroyé 2244 livres. Le but, c'est que Madagascar et la France travaillent ensemble au développement du livre, dans toute son acception. Donc à la fois le développement et l'appui qu'apporte notamment le gouvernement aux auteurs malgaches pour pouvoir produire, développer leurs idées, la liberté de création qui est absolument essentielle. Et puis, il y a un volet plus éducatif, plus de communication, qui est de permettre à la jeunesse malgache, puisque nous sommes à Madagascar, d'avoir accès à des livres, en plusieurs langues. Évidemment, en langue malgache, en langue française également. Et nous avons depuis quelques années, de façon très collective, la partie malgache, cela va de soi. Je voudrais vraiment remercier les services du ministre de la Communication et de la Culture, la Bibliothèque nationale, nos partenaires de l'UNESCO, et puis l'Agence française de développement, l'Institut français de Madagascar. Nous avons depuis plusieurs années travaillé ensemble à l'identification et au financement de ce don de plusieurs milliers d'ouvrages à destination de la jeunesse malgache, singulièrement des populations vulnérables qui peuvent en avoir plus besoin, parce qu'on sait qu'un livre, par définition, c'est coûteux, cela va de soi. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que donc, encore une fois, il est en plusieurs langues. Il a des portées éducatives. Là, nous lisions avec le ministre un petit ouvrage sur les Lémuriens. Il y a bien d'autres choses que cela. Et surtout, il ne se limite pas à Tananarive.
Bien sûr, il y a la capitale de l'État, c'est normal, mais il y a aussi 4, je crois, régions qui sont bénéficiaires de ce programme. Et la preuve que ce programme marche, c'est que nous allons le poursuivre, nous allons l'amplifier, parce qu'au début de tout, on le sait, il y a le livre, et c'est un très beau programme que nous sommes fiers de conduire avec l'appui du MCC. Dans cette optique de la vulgarisation de la connaissance à travers la lecture, le ministère a pour objectif de publier plus de livres dans la langue malagasy. Pour ce faire, selon le ministre de la Culture et des Communications, des dons de matériel seront mis en œuvre, comme des ordinateurs, aux auteurs malagasy, afin qu'ils puissent avoir accès aux nouvelles technologies. Il y a aussi, à Madagascar, des nombreux auteurs malgaches, des talents, des jeunes talents, à travers des groupements, des associations comme l'UPEM, l'Union des poètes et des écrivains malgaches, les Fraboulena Santos, poètes, et j'en passe aussi, qui sont des gens avides aujourd'hui de travailler, de coopérer pour promouvoir des talents à Madagascar, des écrivains. Et surtout, comment nous pourrions intégrer dès les plus jeunes chez nos enfants l'amour du livre. Il faudrait créer des événements, créer des activités comme le salon du livre. Aujourd'hui, ça c'est un des événements phares qui mérite d'être partagé parce que même si avec cette évolution technologique, donc, nous vivons dans une ère numérique, mais le livre reste tout de même le classique, les fondamentaux dans la transmission des connaissances et des savoirs. Outre la Bibliothèque nationale, ces livres seront répartis au niveau des centres de lecture et d'animation culturelle, des écoles publiques, mais aussi des bibliothèques publiques comme privées, au niveau des directions régionales de la communication et de la culture. Et dans les actualités internationales de ce soir, l'armée jordanienne a déclaré hier avoir effectué une série de largages d'aide humanitaire, de nourriture et d'autres fournitures directement à la population palestinienne de la bande de Gaza, assiégée par un avion de l'armée française. Le ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué, a confirmé cette opération, ajoutant que 2,2 tonnes de colis alimentaires et de kits d'hygiène avaient été largués par l'aéronef français dans des conteneurs spécifiques équipés de parachutes. France 24. C'est un débarquement de parachutes, derrière lequel court la foule le long de la plage. Sur des kilomètres du nord au sud de Gaza, des caisses de vivres ont été larguées. Certaines tombent à la mer, non loin du bord. À la nage, sur des embarcations de fortune, les habitants rament pour rapporter les colis. Une victoire, mais aussi une dispute. Il n'y en a pas pour tout le monde, et des hommes armés de bâtons font un semblant de police. J'ai de la chance, j'en ai eu, mais regardez tous ces gens qui ne vont rien avoir. À l'intérieur de chaque paquet, 3 repas. Des rations journalières plus qu'attendues à Gaza. Il y a des gâteaux et des cornichons. Il y a une tasse et du Nescafé. 2,2 tonnes de vivres. Des réserves pour quelques jours, c'était la 2e opération du genre de la France et de la Jordanie. Et plusieurs centaines d'agriculteurs ont manifesté hier à Bruxelles en marge d'une réunion des ministres de l'Agriculture des 27, ouvrant la voie à des simplifications de la politique agricole commune ou PAC. Les manifestants dénoncent le fardeau réglementaire européen, la concurrence déloyale d'importation bon marché et la chute des rémunérations. France 24, toujours. Tracteurs à proximité du Conseil européen et des manifestants repoussés à coups de canon à eau. Une partie de la capitale belge est paralysée ce lundi. Des agriculteurs venus de toute l'Union européenne ont rallié Bruxelles. Objectif, se faire entendre alors que les ministres de l'Agriculture des 27 se réunissent pour assouplir les règles de la politique agricole commune. Ils dénoncent en premier lieu un prix d'achat trop bas de leur production. On bosse dur, on veut un revenu pour notre travail. Et sur toutes les revendications concernant le revenu, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse au niveau européen, il n'y a pas de réponse au niveau français.
Autre sujet qui fâche, le manque de réglementation en matière d'importation de blé ukrainien dans l'UE, synonyme de concurrence déloyale pour beaucoup. Il est évident que d'avoir nos marchés qui s'effondrent et aucun soutien de l'Europe pour y faire face, ça c'est inadmissible et c'est un non-respect également des agriculteurs européens. Donc on demande une traçabilité de ces productions qui, pour passer la frontière, doivent préalablement avoir une destination. Les agriculteurs manifestent également contre une bureaucratie et des normes environnementales qu'ils jugent trop lourdes. Si Bruxelles est l'épicentre de la gronde, Madrid ou encore la ville polonaise de Słubice, à la frontière allemande, ont également été bloqués par des centaines de personnes. Toujours dans cette page internationale, la Hongrie a finalement donné son feu vert à l'adhésion de la Suède à l'OTAN hier après des mois de blocage. Le vote du Parlement hongrois marque la fin d'un lent processus et permet à la Suède de franchir la dernière étape avant de rejoindre l'Alliance Atlantique. Toujours un reportage signé France 24. C'est le dernier pays membre à le faire. La Hongrie a finalement ratifié l'adhésion de la Suède à l'OTAN ce lundi. Quelques minutes avant le vote, le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orbán s'est adressé aux membres de son Parlement. La coopération militaire entre la Suède et la Hongrie et l'adhésion de la Suède à l'OTAN renforceront la sécurité de la Hongrie. Et pourtant, le vote a été maintes fois repoussé par Budapest. Il était en suspens depuis plus d'1 an et demi. Une stratégie qui visait, selon certains, à maintenir la pression sur l'UE en vue d'obtenir le déblocage de fonds gelés par Bruxelles. Pour d'autres, il illustrait le lien ambigu entre Viktor Orbán et Vladimir Poutine. Toujours est-il que côté suédois, ce vote marque aujourd'hui un tournant géopolitique majeur. La Suède laisse désormais derrière elle 200 ans de neutralité et de non-alignement. C'est un grand pas. Nous devons prendre cela au sérieux. L'adhésion à l'OTAN signifie que nous rejoignons un grand nombre de démocraties pour coopérer en faveur de la paix et de la liberté. C'est l'invasion de l'Ukraine et la menace russe qui ont motivé cette décision. Une fois que le pays scandinave de 10 millions d'habitants aura déposé son instrument d'accession auprès de l'OTAN à Washington, il deviendra officiellement le 32e membre de l'Alliance Atlantique. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Je vous dis au revoir et à très bientôt.